tous les romanistes et de tous les linguistes allemands qui vont s'intéresser à cette littérature-là. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Donc Mistral, qui a fait des études, est au courant de toutes ces recherches sur la langue, de toute cette histoire prestigieuse que fut celle de la langue d'oc au Moyen-Âge. Et donc l'objectif du Félibrige va être de redonner au Provençal le prestige qu'elle avait précédemment. Et donc Mistral, avec une grande exigence littéraire, va écrire. Et en 1859, donc Mistral est jeune, parce que je vous rappelle, il est né en 1830, et là il a 29 ans, il va terminer un grand poème en 12 chants qui s'appelle Mireille. C'est lui, en français Mireille. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est lui qui a inventé ce prénom de Mireille. Et donc, Mireille, l'histoire est assez simple. Hein. C'est une jeune fille issue de milieux assez aisés, qui a 15 ans, qui va tomber amoureuse de Vincent, une joube et pagnaïraire, un vannier, donc un fabricant de paniers. Bien évidemment, un fabricant de paniers, donc c'est quelqu'un qui appartient à la communauté des gens du voyage. Il est hors de question que Mireille, jeune héritière d'un vaste domaine agricole, puisse tomber amoureuse ou juste imagine avoir une relation amoureuse ou ne serait-ce amicale avec un jeune gitan. Et donc, Mireille, ce sont l'histoire d'amour contrarié entre Mireille et Vincent. Histoire, j'allais dire, banale, même bien que triste, malheureusement banale, et ça va être prétexte à Mistral, à travers cette poésie, à raconter la Provence, à dire la Provence, et en particulier la Provence rhodanienne. Et il va le faire de manière magistrale. Et Mistral va bénéficier parmi les Félibres et ceux qui lui sont proches, il va bénéficier de l'aide d'un poète aujourd'hui complètement disparu qui s'appelle Alphonse Dumas, qui est originaire de la vallée du Rhône aussi et qui est un proche d'Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine, dans les années 50, est, je veux dire, le pape de la littérature. Tous ceux qui veulent qui veulent briller en littérature ont intérêt je veux dire, être dans les petits papiers de Lamartine. Lamartine qui publie presque, enfin, en tout cas à intervalles réguliers, des entretiens littéraires dans lesquels il parle des ouvrages qu'il a lus, des ouvrages qui lui ont plu. Et le 40e entretien littéraire, il le consacre à Frédéric Mistral. Et il y est dithyrambique. Il parle d'un nouvel Homère. Et donc, bien évidemment, ça va lancer Frédéric Mistral. Frédéric Mistral, je rappelle, il n'a pas besoin de travailler, il a le temps d'aller à Paris. C'est quelqu'un c'est pas Jasmin, c'est quelqu'un qui a une solide éducation scolaire, il est licencié en droit, et donc il sait y faire. Et ça va marcher. Mistral va rencontrer un grand succès de librairie, et son poème va être réédité plusieurs fois. On compte à ce jour plus d'une cinquantaine de rééditions, une trentaine de traductions dans des langues différentes, en anglais, en catalan, en italien, en russe, en chinois, en japonais. Donc aujourd'hui, Mistral est un petit peu oublié, mais ça a été un personnage, j'allais dire, incontournable des lettres françaises de cette fin du 19e siècle. Et ça, aujourd'hui, on a un petit peu tendance à l'oublier. Donc pour en revenir à Mireille, donc 1859, l'édition de Mireille rééditée. En 1864, Charles Gounod, là aussi jeune compositeur mais bien en vue, va venir en Provence. Là aussi, il va y rester 6 mois et va pour s'imprégner de la Provence et adapter l'œuvre de Mistral en opéra. Et ça va donner l'opéra Mireille de Gounod, que peut-être certains d'entre vous connaissent, ou en tout cas, même si vous connaissez pas le titre, les airs vous sont certainement familiers. Voilà, donc Mistral a en main les atouts pour faire connaître le provençal, pour faire aimer le provençal, et effectivement pour lancer son association Le Félibrige. Et Le Félibrige prend de plus en plus d'ampleur. À l'origine, c'est une association uniquement provençale, uniquement littéraire, et
devant le succès que Mistral rencontre, se pose la question d'ouvrir le Félibrige à l'ensemble des pays de Languedoc et surtout de le structurer. Ce qui va être fait en 1876. Le Félibrige s'ouvre à l'ensemble des pays de Languedoc, mais là encore, je rebondis sur ce que j'avais dit dans une première partie, avec une frontière qui est assez floue. Quand Mistral n'emploie pas le terme d'occitan, lui, pour parler de la langue, il va parler soit de languedoc, soit de provençal, avec aussi une géométrie variable. Mistral, quand il parle de provençal, ça peut être aussi bien désigner le provençal de la Provence, ancien royaume de Provence uni à la France en 1481, ou ça peut être également le provençal, j'allais dire le grand provençal, des Alpes jusqu'à l'océan. Dans son esprit, l'ensemble, le provençal, la Languedoc, est au cœur de l'Europe. Lui parle d'empire du soleil, puisqu'il associe dans sa géographie à lui l'espace catalanophone et occitanophone dans un même ensemble. Donc quand Mistral parle de Languedoc, ça englobe à la fois tout le midi de la France, une grande partie du Dauphiné, mais également toutes les terres catalanes situées en Espagne, c'est-à-dire l'actuelle généralité de Catalogne, la généralité de Valence, les îles Baléares et l'Andorre, plus le port de l'Alguer qui se trouve en Sardaigne. Donc un territoire immense qui sert de passerelle entre la France et l'Espagne. Et donc quand il organise le Félibrige, il l'organise d'abord sous forme d'académie, qu'il va appeler le consistoire, comme ça reprend une terminologie aussi qui est chargée de symboles, parce que Mistral est né au XIXe siècle et chez lui la symbolique est importante. Et il va mettre à la tête du Félibrige ce consistoire qu'il va organiser sous la forme d'académie. D'un côté, 25 provençaux, 25 catalans. Assez rapidement, pour des raisons politiques, le Félibrige en Catalogne espagnole ne va pas prendre, pour en parler, mais pour des raisons aussi d'organisation de la société. C'est-à-dire que la société espagnole n'a pas du tout les mêmes attentes et c'est pas la même histoire que la construction nationale en France. L'histoire du 19e siècle en France, c'est l'histoire, j'allais dire, de la création de la nationalité française. On aura l'occasion d'en reparler, de la création le développement du patriotisme français. Un exemple très simple, lors des guerres napoléoniennes, beaucoup de nos jeunes compatriotes ne rêvaient que d'une chose, c'est d'échapper à l'enrôlement de l'armée napoléonienne. On était prêts même certains à se mutiler pour y échapper. On n'avait pas envie d'aller se faire trouer la peau pour Napoléon. En 1914, le taux de désertion des jeunes lotois était inférieur à 0,3%. Il se comptait sur les doigts d'une main. Et encore, je crois, en englobant les lotois qui étaient partis travailler en Californie. Donc c'était vraiment symbolique. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1815 et 1914 ? Tout simplement, les gens ont pris conscience de leur nationalité française à travers l'école, à travers le service militaire, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc deux histoires nationales différentes en Espagne et en France, ce qui fait que le Félibrige ne prend pas du tout en Espagne et va se cantonner à la France. Donc le Félibrige devient, j'allais dire, purement français, et à la tête du Félibrige, on va trouver cette fois-ci 50 majoraux du Félibrige, donc du nom de ces académiciens, qui vont avoir comme symbole, je l'ai mise là, une cigale, une broche, qui va être leur insigne distinctif. Les académiciens français ont leur costume vert et leur épée. Les académiciens provençaux vont avoir une cigale. Là aussi, Mistral nourrit de littérature classique. La cigale, dans la Grèce antique, était le symbole des poètes. Voilà. Donc ces membres du consistoire de cette académie vont s'appeler des majoraux. Un majoral, dans l'organisation des fermes en Provence, mais aussi chez nous, c'est le chef des bergers.
là aussi, hein, il y a le terme n'est pas choisi au hasard. Et chaque majoral est élu à vie, et une fois qu'il disparaît, les autres majoraux se chargent par cooptation de lui trouver un remplaçant. Donc ça, c'est, j'allais dire, la tête du félibrige, et ensuite il y a la foule, la foule des félibres, les adhérents du félibrige, qui eux sont en nombre illimité et qui sont des militants, les militants de la langue. Ce terme de félibre et de félibrige, j'aurais aussi peut-être dû commencer par là en vous parlant du félibrige, est un petit peu obscur. En fait, c'est Mistral l'a pris d'une chanson traditionnelle que sa mère lui chantait quand il était petit, et qui évoque la présentation de Jésus au temple. Et à un moment donné, la chanson dit que Jésus est présenté aux 7 félibres de la ley. Vraisemblablement, ce terme de félibre faisait référence aux sages qui traînaient dans le temple de Jérusalem et qui ont accueilli Jésus lors de la présentation au temple. Mais le côté obscur du terme plaisait beaucoup à Frédéric Mistral. Là encore, on est au XIXe siècle. Tout ce qui est symbole, tout ce qui est obscur plaît beaucoup. Hein. Je pense que Frédéric Mistral a été franc-maçon, et là aussi on retrouve toute une symbolique particulière. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui se passe dans le Lot à la même époque? D'une part, Jasmin y est très populaire, car Jasmin en voisin est venu 5 fois chez nous. Et donc, la dernière fois, c'était quelques semaines avant de mourir, en 1864. Et à chaque fois qu'il est venu à Cahors ou dans le Lot, ça a été un triomphe. Il faut imaginer que toute la bonne société se presse pour venir écouter Jasmin déclamer ses vers en gascon. Le maire de l'époque, Victor Carla, va même se fendre une poésie en occitan pour accueillir Jasmin. Imaginez Jean-Marc Veissouze qui me fasse une poésie pour m'accueillir ici à Pradines, ça serait classe. Oui, si je le croise, pourquoi pas, j'y demanderai. Donc Jasmin est très populaire, même si Jasmin ne cherche pas à créer une association, à avoir forcément des disciples. Jasmin montre que écrire en languedoc, écrire en patois, c'est possible. Et que, ma foi, on peut faire des choses, et même de grandes choses, en Languedoc.